dictature molle ou dictature dure? Quelle est la meilleure des dictatures? Alors, sous ce titre moqueur, nous allons parler d'un sujet, d'un sujet capital, dans le sens où nous, occidentaux, les sociétés occidentales, donc dites démocratiques, se disent remplis d'un principe moralisateur vis-à-vis des autres sociétés moins démocratiques. Et je vais vous mettre une image du démon, excusez-moi pour la prononciation, Hiranyana Kashupi. Hiranyana Kashupi, c'est un démon. Alors littéralement, ça vient de la religion hindouiste, des Védas, etc. Ça veut dire littéralement habillé, vêtu d'or. Donc c'est un démon magnifique, superbe, mais qui est mauvais. Forcément, c'est un asura, c'est-à-dire un démon. Hein. Dans la mythologie indienne et notamment dans les temples au Bayonne à Angkor, vous avez les représentations des asuras qui sont des démons et les devas qui sont les anges, on va dire. Alors ce démon, Hiranyana Kashupi, il est magnifique et il est immortel, imbattable quasiment, très fort. Et un jour, Vishnu se décide à aller le combattre. Mais le problème, c'est que ce démon ne peut pas être tué par quelqu'un qui est soit un homme, soit un dieu. Il ne peut pas être tué le jour ou la nuit. Il ne peut pas être tué debout ou assis, etc., etc. Il y a tout un tas de conditions complexes qui font que ce démon est quasiment immortel. Alors Vishnu prend l'apparence de son avatar Narasimha, mi-homme, mi-lion, et il va tuer ce démon au crépuscule, c'est ni le jour ni la nuit, dans une position avec un genou par terre et à moitié debout, donc il est ni assis ni couché, etc., etc., etc. Et il libère le monde de ce démon. Eh bien, les apparences, elles sont la même chose. C'est pas nous, occidentaux, qui nous sommes revêtus d'or, qui avons le beau costume, le bon apparat, la bonne morale, le bon système politique, puisque nous sommes des démocraties. Nous allons, pour cela, prêcher la bonne parole au reste du monde, et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec les États-Unis. Alors maintenant, je commence, bon, c'était un petit aparté, je commence l'introduction. D'une manière générale, si vous voulez, le monde dans lequel nous sommes est le résultat d'un certain nombre de conséquences qui sont, la première, c'est après la Seconde Guerre mondiale, une volonté en Europe et aux États-Unis de ne plus jamais faire de guerre mondiale. Bon, c'est un principe dans lequel on est tous plus ou moins d'accord. Il y a eu ce rêve, et là on peut parler de Richard von Coudenhove-Kalergi, par exemple, et de son livre Noblesse technique, pacifisme. J'en ai parlé dans pas mal de mes vidéos précédentes, parce que c'est très intéressant. C'est le rêve d'une caste, d'une élite, on va dire, de mettre un système politique moins démocratique, puisque c'est la démocratie qui a porté Hitler au pouvoir. Bon, on en reparlera. Donc un système un peu moins démocratique où les élites, c'est-à-dire les bien-pensants, ceux qui ont la connaissance, ce qui n'est pas forcément à rejeter hein, comme idée, doivent gérer la marche du monde. Le plan Marshall a été en cela un des principes, par exemple avec les Américains qui ont privilégié l'Allemagne au détriment de la France, parce que la France ne devait pas être trop forte, puisque la France est trop rebelle. Hein. Les Gaulois réfractaires, c'est nous. Allez voir ma vidéo sur les Celtes et pourquoi les Anglais sont méchants. Donc le plan Marshall, c'est une première pierre à l'édifice de la nouvelle Europe.
de cette Europe qui à cette époque-là, combattait le bloc soviétique. Et le bloc soviétique, justement, prend fin dans les années 90, 91. Et là, du coup, l'Occident, mis à part la Chine, mais qui était très pauvre à cette époque-là, et le Vietnam, j'en parle pas, et encore moins la Corée du Nord ou Cuba, qui sont des pouvoirs insignifiants à cette époque, l'Occident se retrouve tout seul dans un modèle économique qui va se débrider. Hein. La fin de l'opposition, la fin du bloc communiste va débrider un système libéral aux États-Unis et en Angleterre et un peu moins en France, parce que la France sera à contre-courant avec Mitterrand, même si Mitterrand a appliqué des méthodes libérales. Et là, on va vivre, avec la fin du communisme, un libéralisme fou, notamment en Russie, vous savez qu'il y avait, j'ai pas les chiffres en tête, mais il y a eu plus de morts pendant la période du libéral russe, c'est-à-dire les 10 années, les 15 années de folie, où tout s'achetait, tout se vendait, etc., où le taux d'alcoolisme a augmenté en flèche, etc. La Russie a énormément souffert. L'espérance de vie a diminué par rapport au régime communiste. Bon, 91 arrive également une nouvelle, on va dire, une nouvelle attaque, entre guillemets. Un nouvel ennemi se dessine avec Al-Qaïda. Les États-Unis, n'ayant plus le bloc communiste face à elle, la Russie étant à cette époque-là sous son contrôle, dans ce néolibéralisme, a besoin d'ennemis. Les États-Unis ont toujours eu besoin d'ennemis pour pour se forger une identité forte. Donc le doux rêve de la paix n'arrive pas, mais il y a quand même à cette époque-là l'idée de la fin de l'histoire, le dernier homme de Fukuyama. L'Occident pense que son modèle a gagné et que voilà. Le problème, c'est que des crises économiques vont arriver. Bon, le 11 septembre, je l'ai dit, des crises économiques. Et du coup, on tombe dans un autre modèle qui est celui de Clinton, le choc des civilisations. Donc, il n'y a plus, à proprement parler, de deux pôles, le communisme et le libéralisme, mais il y a des chocs de civilisation. Alors, dans cette idée-là, les États-Unis se veulent tout de même rester le gendarme du monde. Hein. Donc même si on est dans un monde qui n'est plus bipolaire, il est tout de même monopolaire, on va dire, puisque les États-Unis ont tout de même une force militaire et économique à cette époque-là, loin, très loin devant tous les autres. Mais les BRICS commencent à prendre forme, la Russie commence à se détacher après avoir été interdit d'OTAN, puisque les États-Unis ont refusé son entrée dans l'OTAN. Les choses commencent à changer, puis doucement, alors, je suis quasiment dans la partie historique, hein, mais bon, disons, je rentre dans la partie historique parce que l'introduction se voulait de définir qu'en fait, il y a eu deux étapes. Après la Seconde Guerre mondiale, on a cru créer un monde, une Europe de paix. Hein, ça, c'était l'idée, notamment après la chute du bloc communiste, du dernier homme, la fin des guerres. Il n'y a plus de guerre froide. Voilà. Mais ça n'a pas fonctionné, puisqu'après, il y a eu le choc des civilisations. Donc maintenant, dans la partie historique. Je rentre dans la partie historique. Les États-Unis... Donc, je disais que les États-Unis avaient encore la main mise sur le contrôle du monde à cette époque-là. Nous sommes dans les années 90. La Russie sort d'une crise, enfin, je veux dire, jusqu'en 2000, c'est très compliqué. La Chine commence à émerger, l'Inde aussi, les BRICS commencent à émerger, mais les États-Unis ont toujours une force économique, une longueur d'avance technologique et économique extrêmement forte. Donc les États-Unis sont le gendarme du monde et ils ne vont pas se priver de le montrer. Nous avons un certain nombre de conflits où les États-Unis interviennent dans les affaires des autres. Je vous donne quelques exemples. Bien sûr, l'Afghanistan, ça c'est lié au 11 septembre, mais en l'occurrence, ni la Corée du Nord ni l'Afghanistan n'étaient responsables, puisque le problème venait d'un monsieur qui vient plutôt d'Arabie Saoudite, n'est-ce pas? Mais peu importe. Les États-Unis envahissent
l'Afghanistan, ensuite l'Irak, puis vous avez la Serbie, la Syrie et aujourd'hui l'Ukraine. Et comme c'est pas assez, a priori, les États-Unis, sentant maintenant dans les années 2020, sentant leur pouvoir s'affaiblir, nous avons eu la visite express de Madame Pelosi à Taïwan. Alors ça c'est une première, hein, une énorme provocation, comme si on en avait besoin. Mais a priori les États-Unis en ont besoin. Hein. Donc dans le côté historique, le rêve de l'Europe unie n'a pas fonctionné, puisque l'Europe est une vaste fumisterie, si ce n'est que, entre guillemets, les États-Unis ont toujours voulu une Europe sous domination allemande pour contrer la France, hein, De Gaulle, mai 68, etc. Nous sommes, si vous voulez, d'un point de vue historique, très rapidement, passés des sociétés de cueilleurs-chasseurs. Bon, c'est bien évidemment expliqué dans Espace et Paix. Je vais vous la faire courte. De sociétés de cueilleurs-chasseurs, nous sommes passés à l'urbanisation des premières villes, etc. Et à la révolution agricole, donc la révolution mécanique ensuite, et la révolution de l'information, dans laquelle nous sommes toujours aujourd'hui, avec une révolution dans la révolution de l'information, avec les technologies blockchain et les cryptos et ainsi de suite. La décentralisation, si vous voulez, en cours de l'économie, ce qui est très intéressant. Donc le rêve de l'Europe unie s'estompe, tous les jours on le remarque. Le néolibéralisme n'a pas fonctionné non plus, puisque ça a débouché sur des crises économiques extrêmement graves, avec les subprimes. La Russie a été au bord de la faillite avec ce néolibéralisme sauvage. Alors une fois de plus, moi je n'ai rien contre le libéralisme, parce que je suis un libéral, fondamentalement je suis un anarchiste, je rêverais qu'on me foute la paix et on ne s'occupe pas de moi, qu'on me laisse tranquille, mais comme je vis dans une société, et notamment dans un pays qui a la gentillesse de m'accueillir, je suis les règles et j'essaye d'être un gentil citoyen. Mais le néolibéralisme et l'ultracapitalisme sont des choses différentes. Hein. Nous y reviendrons plutôt sur la partie philosophique. Mais enfin, en tout cas, vous voyez, cette société idéale n'a pas fonctionné. Donc chaque modèle a été testé et chaque modèle n'a pas fonctionné. Nous avons eu plusieurs types de sociétés. En France, nous sommes à la Ve République, instaurée par De Gaulle pour donner plus de pouvoir au président de la République. Mais ça c'est bien quand vous avez un bon président de la République, quelqu'un d'honnête et qui a à cœur de servir ses patrons, qui est le peuple français. Mais quand vous avez quelqu'un de moins bon, c'est plus problématique. Hein, c'est des problèmes de contre-pouvoir. Toujours est-il que nous arrivons en 2022 à une situation dans laquelle rien n'a changé. Aucun système politique n'a donné la société escomptée, c'est-à-dire une société plus juste. Soit on a trop de contrôle, soit on n'a pas assez de contrôle, ça va dépendre. Mais dans l'Occident qui se dit démocratique est en réalité tombé dans la dictature molle. La dictature dure, c'est bien évidemment, par exemple, la Russie aujourd'hui, ou le Cambodge où je vis, ou l'Inde, c'est entre les deux, parce que c'est une démocratie, certes, mais quand même assez dure. Hein. La police là-bas rigole pas. Hein. Donc, bon. Alors maintenant, si vous voulez, la démocratie occidentale d'une manière générale, incluant bien sûr les États-Unis, est tombée dans le capitalisme dit de surveillance et la dictature molle. C'est-à-dire, c'est une société dans laquelle le contrôle de l'individu est moins franc, plus biaisé, nous sommes plus serviables, c'est de l'auto-servilité par rapport à un pays plus traditionnel comme la Russie, où là les choses sont quand même plus claires. Mais en Europe, rendez-vous de compte que nous avons accepté les confinements, le pass sanitaire, il fallait faire un papier soi-même pour aller sortir, promener son chien, etc. J'en passe et des meilleurs. Donc ça veut dire que tout de même, la démocratie occidentale n'est pas non plus le bon modèle. Ne vaut-il pas mieux vivre dans un pays avec une dictature, entre guillemets, dite
dure, où les choses sont claires, on sait ce qu'on peut faire et ne pas faire. Par exemple, au Cambodge, que je prends comme exemple ce que je vis ici, on va dire que c'est un régime qui pourrait être apparenté à une dictature. Tant que vous ne franchissez pas les lignes rouges contre le gouvernement ou le roi, vous êtes relativement libre. Mais en tout cas, largement plus libre qu'en France et en Europe. Aussi pour l'entreprise, mais pour la liberté individuelle, etc., etc. Par contre, quand le gouvernement dit bah, maintenant, aujourd'hui, il faut faire ça, bah, tout le monde le fait. Voilà. Le gouvernement, quand vous avez un gouvernement, c'est un paradoxe. Hein. Alors, cas particulier de la Chine, j'en reviendrai après, mais quand vous avez un gouvernement fort, où on respecte la police, où on respecte les ordres du gouvernement, en réalité, vous êtes beaucoup plus libre au niveau individuel. Parce que vous n'avez pas besoin de contraintes, puisque les choses importantes sont dites. Et les gens les respectent, sinon c'est case départ, prison. D'accord c'est pas négociable. Voilà. Donc à ce moment-là, si vous respectez les lois établies qui sont peu nombreuses, vous êtes au niveau individuel beaucoup, mais alors beaucoup plus libre que dans une démocratie de la dictature molle ou du capitalisme de surveillance. En France, vous avez beaucoup plus de contraintes, de petites contraintes, mais qui s'accumulent, que moi vivant au Cambodge. Alors la Russie, je ne peux pas en parler, mais je pense que c'est un peu pareil. Donc voilà, d'un point de vue historique, vous voyez, l'évolution a créé, on va dire, deux types de sociétés. C'est ce que j'explique aussi, je vous mettrai un diagramme dans l'espace épais, c'est qu'en fait, vous avez les sociétés dites traditionnelles qui sont une dictature pyramidale. Il y a, si vous voulez, la violence est hiérarchique. Hein. Tout à fait en haut de la pyramide, vous avez, entre guillemets, le despote éclairé, on va dire, qui a un contrôle absolu. Alors, bien évidemment, par moments, c'est quand même difficilement supportable, mais globalement, ça se passe bien. Et de cascade en cascade, la violence descend jusqu'à, par exemple, voilà, le petit fonctionnaire qui va un peu vous taper, mais c'est reste gentil et il y a toujours une négociation possible. Alors tandis qu'en Europe, ou dans les pays occidentaux en général, c'est la dictature molle, elle est transversale, d'accord ? La violence est transversale, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez insulter le président de la République, éventuellement le gifler, vous aurez quoi ? Vous serez un petit peu inquiété. Hein, vous faites ça en Russie ou ici au Cambodge, ça ne sera pas du tout, mais alors pas du tout pareil. Mais la contrepartie, c'est que je suis plus libre. On est individuellement plus libre, certainement aussi en Russie. Alors, le cas particulier de la Chine, j'en reviendrai après. Mais en France, vous pouvez insulter, voire frapper le président de la République, lui cracher dessus, vous serez un petit peu inquiété, éventuellement, allez, vous ferez 1 mois de prison avec sursis, mais ça sera tout. Par contre, vous serez contraint par plein de règles, de petites lois, de passes sanitaires ou je ne sais quoi, etc. etc., etc. Vous voyez la différence, elle est là. Et le plus vicieux, c'est qu'en réalité, vous êtes auto-asservi. Hein. C'est vous-même qui faites votre papier pour sortir promener votre chien. Vous voyez dans quel monde, c'est quand même assez fou. Et alors là, c'est ma transition vers la philosophie. Parce que là, ça touche quelque chose quand même d'assez particulier, l'auto-asservissement, l'acceptation de notre mise en esclavage, quasi volontaire. Hein. Alors, la société occidentale, la dictature molle, c'est une rémanescence, bien évidemment, du postmodernisme, du néolibéralisme et de l'ultracapitalisme. Alors, une fois plus, ne confondez pas le libéralisme, entre guillemets, économique, mais en réalité, le libéralisme économique, comme défini par Charles Gave, est une bonne chose. On ne peut rien dire contre ça. Le problème, c'est que ça débouche sur l'ultracapitalisme. Et l'ultracapitalisme, c'est quoi? C'est la concentration des richesses. Et ça, c'est pas bon. Parce que c'est une dictature de l'argent. Hein. Alors, et qui n'a pas de contre-pouvoir. Donc, dans les démocraties dites libérales, où nous subissons une dictature molle, mais en réalité nous subissons des dictatures, pas qu'une, des dictatures, et elles sont de plus en plus nombreuses, puisque nous sommes rentrés dans la société du wokisme, c'est-à-dire suite au post-libéralisme, au post-modernisme, pardon, et au post-libéralisme aussi, nous sommes rentrés dans une société de la contrainte. Il n'y a plus de liberté individuelle, mais alors ça c'est un paroxysme.
Souvenez-vous, par exemple, de Evergreen aux États-Unis, où ce pauvre Brett Weinstein, professeur de gauche, heureusement, de confession juive, parce que si ça aurait été un blond arien aux yeux bleus, de droite, il serait en prison. La révolte des étudiants, enfin, je veux dire, toutes ces âneries, ces bêtises de wokisme, ça n'existe pas dans les dictatures, dans les pays de dictature dure. Ça n'existe pas. Hein, voilà. Mais ça, c'est de la liberté. Parce que ces gens-là, en fait, dans la dictature molle, ces gens-là sont des dictateurs. C'est-à-dire, en fait, vous êtes face à un nombre incroyable de dictatures. Vous avez celle du gouvernement, mais vous avez celle des lobbies, vous avez celle des minorités, vous avez celle de... etc. etc. Celle de l'argent aussi, mais bon, celle-là, elle est internationale, on va dire. Mais voilà, on rentre dans... C'est un monde de folie où chaque petite minorité va prendre sa part de dictature et vous cherchez à vous imposer son modèle. Alors ça, c'est compliqué à accepter. Et ça, si vous voulez, ça vous occupe tellement l'esprit que les choses importantes disparaissent. Hein, vous vous focalisez sur, je ne sais pas moi, la nouvelle minorité des gens qui aiment les poupées Playmobil. Voilà, moi, je veux me marier avec ma poupée Playmobil. Je suis un Playmobil-phile. D'accord? J'ai mon droit, je représente une communauté de 10 personnes, mais c'est pas grave. Je vais passer à la télévision, pourquoi je veux me marier avec mon Playmobil, quel est mon problème, d'où ça vient, c'est à cause de la société patriarcale blanche qui m'a... Voilà, je souffre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, comprenez que ces dictatures-là, de tous les jours, de tous les instants, alors je passe le pass sanitaire, je passe toutes ces idioties, font que notre société occidentale se transforme en une idiocratie. Alors, vous avez sans doute vu ce film, L'Idiocratie, qui est un film de, on va dire, de science-fiction, de fiction, mais je pense que la fiction nous rattrape. Et d'une manière plus élégante, on peut parler ici aussi d'ineptocratie. Alors l'ineptocratie, je vais vous le donner la définition, Charles Gave aussi en parle, c'est l'ineptocratie, c'est un système de gouvernement où les moins capables de gouverner sont élus, par les moins capables de produire, et où les autres membres de la société, les moins aptes à subvenir à eux-mêmes, ou à réussir sans compétence par des biens et des services qui ont été payés, enfin pardon, ils sont récompensés, les moins aptes à vivre de leur travail, sont récompensés par des biens et des services qui ont été payés par la confiscation de la richesse et du travail d'un nombre de producteurs en diminution continuelle. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une société de dictature dure, le Cambodge par exemple, si tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent. Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de retraite ou très très peu pour les petits fonctionnaires. Donc en gros, tu te démerdes, tu es responsable. Alors, il y a d'autres travers, hein, bien évidemment. Il faut un équilibre entre les deux. Mais ici, au moins, les gens sont un minimum responsables. Alors bien évidemment, comme c'est une dictature hiérarchisée pyramidale, le plus fort aura tendance à s'occuper du plus faible, notamment dans la famille. D'accord? Donc il y a de l'assistanat, mais c'est de l'assistanat, si vous voulez, responsable. D'accord? C'est la cellule familiale, cellule de village, etc., etc. On ne compte pas sur l'État pour survivre. Création de richesses, création de petites entreprises, enfin, tout le monde est un peu commerçant, tout le monde fait un peu de business à droite à gauche. Bon, c'est l'Asie un peu hein, en général, mais voilà. Et ça, c'est même en Chine. Communiste, aujourd'hui, c'est aussi le cas. D'accord? C'est-à-dire en fait que l'État communiste ne va pas subvenir à tous vos besoins. Il va subventionner, essayer de sortir les gens de la pauvreté, etc. Mais après, c'est à vous de bosser. Et si vous ne bossez pas, eh ben, vous n'avez rien. Voilà. D'accord? Alors, c'est un peu extrémiste, mais ça fonctionne. Et les gens sont-ils plus malheureux au Cambodge qu'en France aujourd'hui? Non, pas forcément. La jeunesse se développe, les gens ont de l'espoir, il y a une croissance. Voilà. Alors bon, après il y a une économie différente. Hein. Le Cambodge est en train de fortement se développer et de se construire, ce qui est totalement à l'opposé en Occident. Mais tout de même. Donc vous voyez ce rapport. Et ici, les gens ne vont pas rouspéter contre notre dictateur bien-aimé parce qu'il fait son job. Il fait son job.
Voilà, le pays évolue. Alors oui, il y a de la corruption, oui, il y a des mauvaises choses, etc. Mais il y en a eu en France, il y en a eu en Europe, il y en a eu partout. L'éveil intellectuel n'est pas le même. La culture, enfin l'accès à la culture n'est pas la même, à la bonne information non plus, etc., etc. Mais tout de même, voilà la différence. La société dans laquelle nous sommes aujourd'hui en Europe, cette société molle du capitalisme de surveillance, le capitalisme de la dénonciation, lui il n'est pas vacciné, lui nanana, nanana, cet esprit, si vous voulez, d'autocensure, de folie, où les gens ont peur de tout, c'est typiquement occidental, enfin typiquement dans la dictature molle. Dans la dictature dure, ça n'existe pas. Les gens sont combatifs, veulent gagner, voilà, ils travaillent, etc. Donc, il y a aussi un autre aspect qui est important, c'est-à-dire dans les dictatures molles, c'est la dictature de la moraline. Hein, je vous disais qu'en fait, il n'y a pas une dictature, mais des dictatures, les dictatures des minorités, la moraline. Ah, ce que tu fais, c'est pas bien. Oh là là, il faut accueillir les immigrés parce que nous, on a profité, mais c'est même pas nous. Ça serait éventuellement nos grands-parents étaient méchants, donc voilà, il faut qu'on paye, etc. Mais ça n'existe pas dans les sociétés de la dictature dure. Ici, un étranger ne sera pas mieux, touchera pas des aides sociales avant un local. Priorité au travail. Moi, par exemple, dans l'entreprise, je ne peux pas embaucher plus d'un certain nombre d'étrangers. Je dois pouvoir justifier que je ne peux pas trouver l'équivalent en local. Mais ce qui est normal, c'est du bon sens. En Chine, c'est encore plus dur. Ensuite, vous avez quand même, donc en fait, le collectif tient encore face aux minorités. Le collectif est plus important que les minorités. Bon, au Cambodge, il n'y a pas de nombreuses minorités, mais bon, comme partout, il y a des minorités homosexuelles ou lesbiennes, enfin, etc., comme dans tous les pays du monde, mais ils ne vont pas nous casser les bonbons avec des revendications complètement stupides ou je ne sais quoi. Il n'y a pas de mariage pour tous ici et ça n'empêche pas un couple homosexuel de vivre ensemble comme ce fut le cas dans le passé en France ou en Europe d'une manière générale. Voilà. Alors, la dictature molle de la moraline, la dictature molle des minorités, il est interdit d'interdire, vous vous souvenez, hein, mai 68, pas de liberté pour les opposants à la liberté, c'est-à-dire en fait dans la dictature molle, si vous êtes revendiqué, enfin cadré, dénoncé comme étant, je ne sais pas, d'extrême droite parce que vous mettez un drapeau français dans votre bureau, donc là vous êtes d'extrême droite, donc vous êtes raciste, et là vous aurez tous les problèmes du monde, puisque ça, ce n'est pas la bonne morale. Hein. Mais ça, c'est de la dictature, intellectuelle. C'est ce qu'il y a de pire. Hein. Alors maintenant, toujours dans la partie philosophique, avant d'aller dans la partie politique, je vais terminer sur quelque chose qui est aussi, qui fait partie de la bonne morale, de la moraline. Hein, de cette couche, il y a la bonne morale, la mauvaise morale, etc. Je vais parler du QI. Alors, le quotient intellectuel, qui est une moyenne, hein, d'accord, un pays avec un fort quotient intellectuel ne signifie pas que dans une société où il y a un fort niveau intellectuel, un fort QI général, cela ne signifie pas qu'il y a des idiots. Aussi, il y en a bien évidemment. On parle de moyenne, d'accord? Donc il faut bien faire la distinction entre l'individu et la moyenne. On est obligé de faire des statistiques, donc on va parler de moyenne. Le QI, en France, en Europe ou d'une manière générale, aux États-Unis un peu moins, parce que la société est quand même moins fermée sur ces problématiques d'argent et d'intelligence, de réussite et de richesse. Ça, c'est peut-être un peu le côté un peu catho, je ne sais pas d'où ça vient, sûrement, oui, d'une origine un peu catholique, mais sans tomber dans les excès des protestants, hein, il faut quand même essayer de s'en détacher. En France, vous ne pouvez pas dire qu'il y a un QI, d'accord? Dès que vous commencez à parler de QI, on va commencer à vous pointer du doigt, et ça, c'est pas la bonne morale. Là, vous êtes sur une mauvaise pente. Ça, c'est quasiment du nazisme. Mais pourtant,
Le QI est une vérité scientifique. Et le QI et la génétique est aussi quelque chose de scientifique. Alors je ne dis pas qu'il y a un lien corollaire entre les deux, mais il y a un lien. Il y a aussi un lien culturel, il y a aussi un lien éducatif, d'apprentissage, etc. Mais il y a un lien génétique. C'est quelque chose de... On le sait. Et vous avez le docteur Bruce Lane, qui est un scientifique américain qui a dû arrêter ses travaux à cause de ça. D'accord ? Donc je vais vous lire un de ses rapports. Il parle de l'évolution du cerveau, d'accord ? Dans l'évolution de l'Homo sapiens. Pour la microcéphaline, d'accord ? C'est une substance dans le cerveau. La nouvelle classe des variants est apparue il y a environ 37 000 ans. Il y a 37 000 ans, il y a eu une révolution cognitive dans le cerveau. Et qui correspond, si vous voulez, elle se retrouve aujourd'hui chez environ 70% des humains. D'accord ? On retrouve ce gène. Hein. Alors, c'est peut-être pas un gène exactement, hein. Je suis pas du tout généticien, mais bon, je vous mettrai le lien. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 37 000 ans, il y a eu une révolution cognitive qui correspond à la fabrication des outils, aux grottes de Chauvet, Lascaux, etc. La prise de conscience de la vie, de la mort, de l'âme, de la vie après la mort, etc. D'accord ? Ensuite, vous avez une deuxième révolution qui s'appelle l'ASPN. La nouvelle classe de variants est apparue il y a environ 5800 ans. Et ça correspond à la révolution néolithique. C'est-à-dire, à la révolution, pas néolithique, mais de l'agriculture, de la Mésopotamie, d'accord ? Et ça, on retrouve chez aujourd'hui 30% des humains actuels, d'accord ? Donc en fait, il y a eu deux révolutions cognitives pour qui a développé nos facultés cognitives, notre cerveau, donc notre QI. Et ensuite, ce pauvre docteur qui a été mis au banc de la société parce qu'ensuite, il a fait des statistiques génétiques et il a décrit des populations où ce gène est plus présent que d'autres. Et hélas, il est moins présent chez les subsahariens noirs d'Afrique. Une fois de plus, tout comme le QI, cela ne veut pas dire qu'individuellement, il y a des gens intelligents, avec un très haut niveau de QI, mais on parle ici de moyenne. D'accord ? Vous avez également un autre spécialiste français du QI qui est très intéressant, qui a écrit ce livre, vous savez pourquoi les femmes des riches sont belles. Hein, la sélection sélective et l'intelligence, mais également, on peut le dire, l'argent. Hein, parce que ça va dans une réussite en général. Par exemple, un prix Nobel devient riche puisqu'il touche $1 million ou $1 million d'euros, par exemple. Donc on récompense l'intelligence, elle est récompensée, on va dire, entre guillemets, normalement par le travail, etc. Alors, je ne retrouve plus le nom de ce Français. Oui, voilà, c'est ça. C'est Monsieur Philippe Gouillou. C'est le capital cognitif. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand on fait des études de QI, des pays ont en moyenne, encore une fois, un plus haut niveau de QI que d'autres pays, etc. etc. Donc, par exemple, l'Europe a longtemps eu un niveau de QI plus élevé, l'Asie également, et maintenant je pense que ça change. D'ailleurs, je pense que l'Asie du Nord notamment dépasse l'Europe, puisque notre QI en France est en baisse. Hein. Il est en baisse pour différentes raisons. Il est en baisse parce que, l'éducation est de moins en moins bonne, mais également la génétique des populations change en Europe. Hein. Alors, ce n'est pas du racisme, une fois de plus, c'est de la science. Ce sont des faits. Et à un moment donné, il faut quand même ne pas nier la vérité. Hein. Mais dans les sociétés de dictature dure, il n'y a pas de problème de parler de QI. Il n'y a pas de problème de donner la chance aux gens intelligents de s'épanouir dans des études et de gagner plus d'argent. Il n'y a pas de jalousie vis-à-vis de ça. C'est quelque chose de normal. C'est dans notre société qui est devenue totalement wokiste, gangrénée par toutes ces dictatures minoritaires qui nous gangrènent et qui nous empêchent d'évoluer. Nous sommes dans un stade de régression dans les sociétés occidentales. Le QI baisse, le niveau de quotient intellectuel est en diminution. Donc voilà, je vais rentrer dans la partie politique, puisque le niveau de QI qui baisse en Occident devient politique, puisque nous glissons petit à petit vers l'idiocratie. Et c'est extrêmement gênant.
extrêmement gênant. C'est-à-dire que notre système politique, aujourd'hui, permet à des gens tout à fait médiocres, moyens, donc comme Monsieur Macron, notre président intellectuel, qui est vraiment pas une flèche, qui est vraiment pas quelqu'un de brillant. Je veux dire, comment comparer-le même je dirais même à Chirac, et pourtant Chirac, il en a fait des bourdes, mais au niveau de la culture générale, au niveau de la connaissance, au niveau... bon, je pourrais même pas le comparer avec Mitterrand, qui était, bon, par ailleurs, quelqu'un de très spécial, mais qui avait une culture, qui était qu'un homme à niveau intellectuel quand même différent, on va dire. Alors, d'un point de vue politique, et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous glissons vers l'idiocratie, notre société de dictature molle nous sclérose aussi bien politiquement qu'économiquement, parce qu'on ne peut plus rien faire. Les meilleurs doivent ne pas devenir meilleurs, puisque c'est insultant pour les moins bons. Les moins bons se sentent offusqués qu'il y ait mieux qu'eux. Je ne parle même pas d'argent, bien évidemment, puisque ça, si quelqu'un devient riche, c'est forcément qu'il est méchant et mauvais. Ça arrive, bien évidemment. Hein, des familles qui ont coopté des ressources, etc. Ça, c'est l'ultra-capitalisme. C'est une des dérives de l'ultra-capitalisme, nous sommes d'accord. Mais d'une manière générale, le petit commerçant qui réussit par sa force de travail ou son intelligence, etc., sera décrié en France. Il sera décrié. C'est pas bon, c'est pas bien de réussir. Alors que dans les pays à dictature, de dictature forte, comme ici, de dictature dure, mais réussir, au contraire, c'est bien. Puisque vous allez pouvoir aider votre famille. Vous allez faire circuler l'argent. L'argent est fait pour être mis en circulation. L'argent est fait pour être dépensé. Alors ça, c'est aussi un des autres problèmes des sociétés de dictature molle, des sociétés vieillissantes de dictature molle, c'est que l'argent ne circule plus. Il ne faut pas confondre deux choses importantes. Et c'est capital de le savoir, c'est qu'en fait, le capital n'est pas une mauvaise chose si vous l'investissez et qu'il fructifie et qu'il permet le développement. Mais si vous avez un capital qui dort, ce qui se passe aujourd'hui dans les pays occidentaux, dans les dictatures molles, les gens ont peur, donc le capital d'or n'est plus investi. Ça, c'est mauvais. Dans les pays de dictature dure, jeunes, en développement comme ici au Cambodge, les gens investissent tout de suite. On crée un magasin, voilà, dès qu'on a un peu d'argent, on va construire une petite tour. Voilà, et les gens investissent. Parfois un peu n'importe comment par ailleurs, hein. Ça c'est un autre problème. Voilà. Mais donc, politiquement, quelle est la solution? Que pouvons-nous faire pour sortir de cette dictature molle? A priori, c'est complexe parce que Macron a été réélu. Je discutais avec une personne il n'y a pas encore très longtemps, quelques jours, qui avait voté pour Macron. Et la conclusion, c'était parce qu'il n'y avait rien d'autre à la place. On ne peut pas voter extrême droite parce que les gens sont racistes, donc ça c'est méchant. On ne peut pas voter extrême gauche parce que ça c'est des bolcheviks, hein, ils vont piquer tout le fric. Donc qu'est-ce qui reste au milieu? Eh bien il reste Macron, qui donne l'impression d'être un jeune homme dynamique, etc., s'y connaître en économie. Mais le problème c'est que l'Europe empêche cela. Macron est aux ordres de l'Europe, et l'Europe est aux ordres de l'Allemagne, qui elle-même est aux ordres des États-Unis. Les Américains ne veulent pas d'une Europe forte, ils ne veulent pas d'une France forte. Ils veulent d'une Europe moyenne qu'ils peuvent contrôler. Et une fois de plus, nous allons tomber sur le sujet de la guerre en Ukraine, mais qui est important puisque, d'un point de vue politique, c'est un des moyens qu'a trouvé les États-Unis pour affaiblir encore plus l'Europe, et notamment la Russie, qui aurait pu faire un rapprochement, parce que la Russie devenant de plus en plus forte, indépendante, prenant un leadership des indépendantistes, on va dire, des non-conformistes, des BRICS, contre l'hémogénie américaine, contre ce monde monopolaire, dirigé par la bien-pensante Amérique, aurait pu se rapprocher d'une France plus indépendante. Imaginez que quelqu'un comme Zemmour ait gagné les élections. Il serait sans doute sorti de l'OTAN, peut-être pas de l'Europe, mais enfin ça aurait été en cours, en voie pour... il se serait sans doute rapproché de la Russie. Et peut-être qu'une nouvelle Europe aurait émergé de cela. Une Europe des pays, une Europe de la collaboration, inter-nation, et pas une Europe
de la dictature molle dans laquelle nous sommes, où des gens non élus vont provoquer des guerres, demandent au peuple de souffrir, alors qu'eux ne vont pas souffrir, il ne faut pas se leurrer. Hein. Mais tout ça au nom de quoi? De l'idéologie américaine. Mais nous ne sommes pas américains. Nous ne sommes pas non plus russes, mais nous sommes des Français. Donc pour moi, la solution, ça s'appelle la troisième voie. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la remettrai en lien. Alors la troisième voie, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire de changer de système politique, mais avant de changer de système politique, il faut changer d'idéologie, de matrice, de logiciel. Il faut sortir de cette dictature molle. Parce que les gens, à la limite, s'y complaisent, puisqu'ils ont peur. Donc changer, ça fait peur. Là, on touche du doigt le problème, je pense, le plus fondamental et le plus grave, qui est le fait que les gens ne veulent pas que ça bouge. Alors, je travaille actuellement sur un nouveau projet de livre avec mon ami Jean-Marc, où on va essayer de faire un rapport entre les années 20, ce qui s'est passé dans les années 20 et les années 2020. Je vous en dis pas trop parce que c'est un peu secret, mais si vous voulez, la société des années 20, même si elle a traversé des crises économiques comme nous avons fait, qu'il y avait des crises politiques, géostratégiques, etc., elle était beaucoup plus violente. Les gens étaient plus violents. Les gens avaient moins peur du changement et de perdre. Les gens étaient, je vais dire un mot un peu vulgaire, les hommes avaient des couilles et pouvaient prendre des risques. Alors quand je dis les hommes, c'est avec un grand H, hein, d'accord, hommes et femmes, LGBT inclus, hein, ne vous inquiétez pas. Je mets tout le monde dans le paquet parce que d'ailleurs, dans les années 20 en Allemagne, il y avait beaucoup d'homosexuels, même dans le parti auquel je pense et auquel vous pensez. C'est connu. Mais toujours est-il qu'ils ont fait bouger les choses. Peut-être dans le mauvais sens, peut-être dans le bon, peu importe, je ne juge pas maintenant. Je dis juste que si on veut sortir, nous, de la dictature molle, il va falloir bouger. Et est-ce que c'est possible? Si vous prenez la jeunesse, est-ce que la jeunesse est prête à prendre des risques? Eh bien, pas forcément. Parce que là, je vais vous référer au cercle Cobalt de nos amis de la zézétique, qui est par ailleurs, qui vaut ce qu'elle vaut, hein, mais j'ai pas d'a priori, mais enfin il y a des choses intéressantes. C'est le syndrome du jeune homme. Alors, on évoque, je vous le lis, hein, c'est la lettre Cobalt, je vous lis le texte. Hein. On évoque souvent le risque d'une prise de pouvoir par l'extrême droite ou le fait que la situation politique actuelle ressemblerait à celle des années 30. C'est marrant parce que lui aussi il pense, enfin c'est pas lui, hein, je pense qu'il s'est inspiré d'un article, mais enfin... dans le sens où il y aurait un risque d'un régime autoritaire arrive au pouvoir, donc dictature dure. En réalité, la démographie française, le niveau d'éducation et la richesse globale indiquent que le risque d'une prise de pouvoir violente, par la droite ou la gauche, est presque nul. En effet, une révolution fasciste, communiste, national-socialiste, etc., toute idéologie politique révolutionnaire et violente prend racine dans une population de jeunes hommes. En d'autres termes, de jeunes hommes qui ont des couilles. Alors ça, je pense qu'on est là face au problème numéro 1. C'est que je ne parle pas des bobos, même moi, qui ai 50 ans passés, là, bientôt 53 ans, je même pas là-dedans, parce que à la limite, moi je ferais une révolution, je pourrais. Je ne suis pas quand même un bourgeois, mais pas très loin tout de même. Faire la révolution demande d'avoir des couilles, et d'être jeune. C'est quelque chose qui est quand même intrinsèquement lié. Et moi, personnellement, j'arrive à la conclusion, et c'est pour ça que je parle d'espace d'épais, que je ne crois pas qu'il va y avoir un élan global. Je pense qu'on va tous, chacun un peu, se créer ses propres communautés et vivre entre soi, au mieux de nos capacités, donner une éducation décente à nos enfants, vivre avec des gens qu'on aime, se protéger financièrement. Donc là, je tiens à rappeler aussi le projet de M. Juvingue avec le franc libre, qui est intéressant. Parce qu'au moins, il essaye de faire quelque chose. Donc ça c'est bien. Maintenant, est-ce que la jeunesse va se bouger ?
est-ce que la jeunesse est capable de faire une révolution et de prendre le pouvoir en France, d'une manière générale, en Occident? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous avons réélu Macron, l'homme liquide. Je vous invite à lire le livre publié par le Cercle Aristote. Et je conclurai, parce que c'était une des... avec cette dame qui avait très sympathique par ailleurs, hein, qui a élu Macron quasiment en désespoir de cause. Hein. A été étonné quand je lui disais qu'en réalité, Macron est en train de vendre pièce par pièce l'armée à l'Allemagne, et l'Allemagne qui ne rêve que de ça, de pouvoir prendre possession de la force nucléaire française et de son droit de siège aux Nations Unies, dit la chose suivante. Alors, je cite par exemple, donc ça, ma source c'est Reuters, donc ouais, c'est pas de la conspiration, et c'est l'ancien ministre des Finances, Wolfgang Schäuble, je pense que je prononce bien, moi je n'en suis pas sûr, donc je le cite. L'Allemagne devrait contribuer au financement de l'arsenal nucléaire français face au risque du conflit en Europe à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc l'Allemagne se réarme doucement. Alors ça peut être inquiétant par ailleurs. Hein. Il y a beaucoup d'analogies avec les années 20. D'accord ? L'Allemagne se réarme et en même temps propose de financer la force de frappe nucléaire française. Et Macron, je pense, serait tout à fait d'accord pour céder peut-être pas l'entièreté de notre arsenal nucléaire, mais pourquoi pas. Vous savez, à partir du moment où vous financez quelque chose, vous le contrôlez. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent, c'est le contrôle. D'accord ? C'est l'asservissement par l'argent, par la force du pouvoir de l'argent. Et c'est pour ça que l'initiative de M. Juving est intéressante, d'essayer de créer un franc libre, qui est un franc de Monopoly. Hein. Ce n'est pas une monnaie officielle, ça ne va pas remplacer l'euro. Mais on a droit de jouer au Monopoly. On a droit de faire un jeu entre adultes, consentants. Et on a droit de s'échanger des billets qui n'ont pas de valeur, au-delà de celles que nous voulons bien lui attribuer. C'est des faux billets, c'est des billets de Monopoly. Mais si moi j'accepte d'en recevoir un en échange d'un service ou de quelque chose d'autre, eh bien ça me regarde, c'est mon problème. C'est exactement la même chose avec les crypto-monnaies. Un bitcoin en soi n'a pas de valeur, c'est une valeur d'échange qu'on lui attribue. Et le bitcoin ne va pas remplacer non plus l'euro, mais il a une valeur que nous voulons bien lui donner. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, ma conclusion, elle n'est pas forcément extrêmement positive, puisqu'on a été capable de remettre au pouvoir Macron en désespoir de cause, parce qu'il n'y a rien de mieux, ce qui est pas loin de la vérité aussi, hein, parce que Zemmour c'est fourvoyé dans ces histoires de prénoms et de grands remplacements, même s'il y a un grand remplacement tout à fait existant en Europe, c'est un fait scientifique, c'est comme le QI, il faut pas faire de déni de réalité. Nous sommes toujours dans une dictature molle, et a priori, l'Occident ne veut pas en sortir. Les gens s'y complaisent. Et même s'il y a quelques conspirationnistes, dont je fais partie avec d'autres, comme le capitaine Juvin, comme Divisio, comme le Cercle Aristote, Pierre-Yves Rougeron, comme Charles Gave, Anis Levjev, Slobodan Despot. Voilà, il y a un certain nombre, j'en oublie, hein, Xavier Moreau, j'en oublie, mais en réalité, on est peu nombreux. Et on a tendance à s'auto-biaiser, puisque comme on reste entre nous et que, voilà, vous voyez, il faut se méfier de Twitter, ce genre de choses, parce que les algorithmes vous proposent ce que vous aimez. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de discuter avec quelqu'un qui a voté pour Macron. Puisque par défaut, autour de moi, il n'y a que des gens qui n'aiment pas Macron. Donc ça, c'est un biais. Et je pense que la jeunesse n'est pas prête à faire la révolution en France. Donc en attendant, moi j'ai une solution, c'est de créer nos espaces de paix. Je propose un modèle de société, je propose une troisième voie, ni raciste, ni fasciste, une troisième voie
intelligente, où on pourrait essayer d'évoluer et de mieux vivre tous ensemble. Mais en ne faisant pas de déni de vérité. Hein, comme le QI, comme le wokisme, toutes ces choses-là. Je rappelle aussi un petit livre qui s'appelle Doggerland. Alors oui, pour revenir sur Espace Épais, je fais un petit peu de pub, donc il sera publié à la rentrée, quoi qu'il arrive, normalement. Hein. Vous le trouverez chez votre libraire ou à la FNAC, ou sur les réseaux de distribution classiques. Voilà, d'accord? Donc c'est une bonne nouvelle. Doggerland, ça je le publie pas, pardon, Doggerland je le publie pas, c'est un petit pamphlet que je fais, mais qui est intéressant. Vous pouvez le télécharger en PDF, il est gratuit. Je traite ici du danger de la dictature molle, parce qu'une dictature molle débouchera toujours, normalement, mais peut-être pas du coup, devrait déboucher toujours sur une dictature dure, et quand je dis une dictature dure, là du coup, pas celle du Cambodge ou de la Russie, sur des événements violents. Mais bon, à voir, puisque a priori, ça serait peut-être pas le cas. Alors, je ne sais pas. Toujours révolution, si vous voulez avoir quelques notions de physique quantique, l'évolution de l'homme, etc. Ce qu'on a réussi à faire de bien et de moins bien. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.